Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de faire ce topo. Donc je vais essayer de répondre à la question faut-il réduire la pression de sélection et comment. Je vais essayer de vous donner des idées, mais je pense que vous faites la majeure partie des choses sur le terrain. Je suis consultant au laboratoire MSD et j'ai été invité à plusieurs congrès par les laboratoires pharmaceutiques. Voilà le plan de ma présentation. Je vais dans un premier temps reprendre les conséquences de la pression de sélection antibiotique. Dans un deuxième, je vais essayer de répondre à la question comment réduire en répondant à deux choses, la consommation globale et comment mieux prescrire les antibiotiques. Puis je vais aller sur les autres mesures et vous proposer quelques conclusions. Donc, premier point, quelles sont les conséquences liées à la pression de sélection? Il y a probablement des conséquences individuelles. Jean-François vous l'a dit tout à l'heure et je pense que les données de la littérature sont suffisantes. Il y a aussi certainement des conséquences en termes de collectives, puisque vous savez que dans les services où la prescription antibiotique est la plus importante, c'est là où il y a le plus de bactéries multirésistantes. J'en veux pour exemple ces deux papiers. Un vieux papier de Stéphane Harbart qui avait regardé aux États-Unis la consommation des antibiotiques à l'échelon individuel et l'émergence de résistance, et qui avait regardé plusieurs classes antibiotiques. Je vous en ai choisi deux qui sont l'imipenem et les céphalosporines de troisième génération, et qui avait mis en évidence que tout au long, plus on avançait dans le nombre de patients recevant des antibiotiques et la durée de l'antibiothérapie, plus on trouvait de la résistance à l'antibiotique donné. C'était beaucoup plus vrai à l'échelon individuel que l'échelon collectif, et c'était vrai pour quelles que soient les molécules qui avaient été étudiées dans ce travail-là. Sur le plan collectif, on a un exemple que l'on prend depuis des années et qui est probablement le meilleur exemple, qui est cette étude en crossover dans une unité de réanimation néonatologique en Hollande, où dans un premier temps, on avait choisi de mettre systématiquement dans l'unité A une antibiothérapie dite à large spectre. Pour les Hollandais, le à large spectre, ce sont les céphalosporines de troisième génération associées aux aminosides. Et dans l'unité B, une antibiothérapie à spectre étroit, donc ce sont les pénicillines, et on avait, dans la deuxième période, échangé entre les deux unités, donc l'unité A faisait du spectre étroit et l'unité B, et on comptait le nombre de patients qui étaient porteurs de bactéries multirésistantes, et on mettait en évidence qu'il y avait une différence significative, le reflet probablement de deux choses, la pression de sélection antibiotique et la transmission croisée qui n'avait pas été prise en compte dans ce travail-là. Donc si on regarde un petit peu le monde dans lequel on vit, donc un monde de porteurs de BLSE et de carbapénémase maintenant, probablement que la pression de sélection antibiotique a un rôle majeur. Et Christian Brun-Buisson tout à l'heure vous a refait un point en vous signalant et en soulignant que finalement il n'y a pas d'infection à BLSE sans antibiothérapie préalable, que ce soit en communautaire ou en nosocomial. Et on avait fait allusion au travail d'Henri Mondor, donc de Razazi, qui suggérait que chez les porteurs de BLSE, lors de la première infection nosocomiale, la BLSE ne prédominait pas. Et puis quand on rentrait dans la deuxième, ça représentait à peu près 50% des infections chez les porteurs. Et donc je pense que cette notion d'antibiothérapie préalable chez des patients porteurs est un élément important. Il n'y a pas de résistance sans antibiothérapie préalable. Deuxièmement, et un élément important, c'est que la consommation antibiotique a un rôle dans la diffusion. Et là, on a pas mal de données dans la littérature. Les études de l'équipe d'Antoine Andremont qui suggèrent qu'à l'échelon individuel, les patients qui reçoivent des antibiotiques ont plus de bactéries multirésistantes. Et les données internationales qui suggèrent que chez les porteurs de bactéries multirésistantes en quantité importante, ils contaminent plus leur environnement. Et s'ils contaminent plus leur environnement, donc probablement qu'ils transmettent plus en termes de bactéries multirésistantes. Donc, si je veux résumer un petit peu cette première partie, dès qu'on parle de pression de sélection antibiotique, on doit penser à deux choses, l'émergence de la résistance à l'échelon individuel et la diffusion de la résistance à l'échelon collectif. Et si c'est pas un problème en dehors de la réanimation, parce que le malade va séjourner 2 ou 3 jours et va rentrer chez lui et que probablement il ne fera pas d'infection secondaire, la problématique en réanimation, c'est pas le premier épisode, c'est le deuxième épisode, qui celui-là sera résistant, le troisième sera encore plus résistant, et en fonction de la durée de séjour des patients dans vos unités, le risque d'arriver à des infections totirésistantes est extrêmement élevé. Et je crois qu'il y a une vraie différence à faire entre la réanimation, éventuellement l'hématologie, où ce sont des patients qui ont des durées de séjour longues, et la médecine dite ambulatoire, où là le risque, c'est plutôt un risque collectif, c'est pas un risque individuel. Alors juste 3 éléments, je ne détaillerai pas quels sont les déterminants de la résistance finalement. D'abord, c'est le portage ou l'acquisition de bactéries multirésistantes, parce que vous n'allez pas voir de la résistance si vous ne l'avez pas acquis à un moment ou si vous ne l'avez pas induite à un moment donné. Donc ça, c'est un élément important.
La prescription de l'antibiotique qui a un rôle et qui aujourd'hui semble plus important que ce qu'il était il y a quelques années, et ce rôle-là est dans l'émergence de la résistance et dans l'amplification, et donc au passage vers l'infection, et puis la diffusion de l'antibiotique dans le tube digestif, et c'est ce à quoi Jean-François a fait allusion. Finalement, peut-être que dans les classes antibiotiques que nous avons, certaines ont plus d'effets écologiques que d'autres. C'est une supposition, il y a quelques données dans la littérature, mais il n'y a aucune donnée clinique qui va dans ce sens-là de façon claire et nette. Alors si je devais reprendre en quelques points comment on peut réduire la pression de sélection, il n'y a rien de glamour, c'est le travail de tous les jours. C'est d'abord de réduire la consommation globale, Jean-François l'a redit. Je pense personnellement que la consommation globale a un rôle extrêmement important dans l'émergence de la résistance à l'échelon de l'unité, et qu'à l'échelon de l'individu, certes la consommation individuelle a un rôle, mais il faut commencer par réfléchir en termes de consommation globale. Et pour cela, je vois deux points. Un premier, éviter la prescription des antibiotiques. Et pour qui sont les patients en réanimation pour lesquels on va éviter la prescription antibiotique? Et la deuxième, c'est réduire les durées de traitement. Le deuxième point, c'est comment mieux prescrire les antibiotiques, et on a essayé de travailler un petit peu autour de cela. Finalement, qui sont les patients, tout à l'heure au premier topo, qui sont les patients qui vont nécessiter autre chose que des céphalosporines de troisième génération? Comment on peut améliorer le choix antibiotique, notamment en réanimation? Est-ce qu'il faut éviter certaines classes antibiotiques et pourquoi? Et améliorer les modalités d'administration, est-ce que ça a un impact sur la résistance? Et puis comme je suis hygiéniste et que j'y crois, je vais vous proposer aussi d'autres mesures qui ne relèvent pas de la thérapeutique mais de la prévention. Donc juste pour reprendre le premier point, réduire la consommation globale des antibiotiques, deux éléments. D'abord, je pense qu'on a baigné dans un monde qui est un monde de médias et qui nous a expliqué que depuis des années, le retard thérapeutique tue. La réponse est non, le retard thérapeutique ne tue pas, en dehors des maladies graves. Et quand j'étais jeune à Bichat, Claude Bernard, Jean-Pierre Bedos m'enseignait que c'était le neutropénique fébrile, la méningite et le choc septique. Et maintenant, c'est passé à la pneumonie, les 4 heures, le délai. Enfin bref, tout tourne autour et on n'arrive pas à revenir ailleurs, c'est-à-dire à désescalader ou à faire de la décroissance. Non, le retard thérapeutique ne tue pas. Il y a un certain nombre de malades en réanimation qui n'ont pas besoin de l'antibiothérapie et qui peuvent attendre un petit peu les résultats microbiologiques. Et vous connaissez ce travail qui est certes critiquable, mais qui a intérêt d'exister. C'est ce fameux travail de l'équipe de Ranget qui avait regardé dans des infections dans un soin intensif. Il avait regardé une période avant, une période après. Dans la période avant, c'était une attitude agressive. On débute l'antibiothérapie en probabiliste après avoir fait les examens complémentaires et on couvre les agents pathogènes au regard des données épidémiologiques. Et dans la période conservatrice, on attend, on regarde et dès qu'on a l'antibiogramme et l'identification, on débute. Et donc il y avait une diminution du délai de l'antibiothérapie, mais ce n'était pas ça qui m'intéresse en tant qu'ancien réanimateur. Ce qui m'intéressait, c'est de regarder la mortalité. Il n'y avait pas de mortalité entre les deux groupes, pas de différence de mortalité, quel que soit le type de mortalité évalué. Et je pense que ce message, il faut qu'on le repasse aux plus jeunes d'entre nous, parce que, encore une fois, certes le choc septique tue, certes les golden hours sont fondamentales, mais tout le monde n'est pas en choc septique, et je pense que cette notion-là est extrêmement importante, et je reviendrai probablement là-dessus au moment de la discussion. Le deuxième élément, c'est comment réduire les durées de traitement. On est extrêmement bloqué sur les durées de traitement parce qu'il n'y a pas de données de la littérature et que toute l'histoire de l'antibiothérapie est une histoire observationnelle. C'est-à-dire on a commencé à voir les antibiotiques arriver, on a commencé à traiter des malades que l'on ne traitait pas, on les voyait guérir, on commençait des durées longues et puis on n'a jamais fait vraiment d'études qui permettent de regarder la durée de l'antibiothérapie. Et j'en ai pour preuve le meilleur exemple, c'est l'endocardite, puisque maintenant dans les endocardites, lorsqu'on regarde la biologie moléculaire, dans les endocardites à streptocoque, au 5e jour, la culture est négative et la biologie moléculaire est négative. Donc 5 jours après des bêta-lactamines, il n'y a plus rien dans l'endocarde. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut traiter 4 semaines ou 6 semaines? Probablement pas, et vous voyez qu'on régresse. Et pour moi, la plus belle étude qui puisse exister en réanimation, c'est typiquement dans la PAVM, où effectivement, Nina Singh, dans ce travail-là, avait regardé si j'utilisais en stratifiant le risque à J0 et à J3, en prenant des scores que nous avons, mais que la moitié des jeunes ne connaissent plus, qui est le score de Pugin, est-ce que je peux adapter mon choix antibiotique et éventuellement arrêter des antibiotiques qu'on a commencé parce qu'on était inquiet, qu'il était minuit, que le malade allait mal, et ça, personne ne vous le reprochera de débuter l'antibiothérapie. Et quand on regardait cette stratégie en 2 temps, qui est un premier temps où je vous laisse faire, mais je vous donne les moyens de faire des prélèvements, de faire le score, et puis je réévalue à la 48e heure, et je regarde finalement, est-ce que ça change quelque chose en arrêtant versus ne pas arrêter? En gros, pas de différence de mortalité entre les deux groupes, moins de consommation certainement dans le groupe, on va dire, interventionnel.
Mais il n'y a pas que les scores cliniques, il y a aussi les outils biologiques, et c'est la France qui a publié ces données-là, puisque c'est le travail de l'équipe de Bichat, qui avait regardé l'intérêt d'introduire la procalcitonine dans une démarche de désescalade de l'antibiothérapie, et qui avait suggéré que lorsqu'on mettait la procalcitonine à titre systématique, on permettait de réduire d'au moins 2,7 jours, si j'ai bon souvenir, la durée de l'antibiothérapie. Pourquoi ne pas utiliser cet outil supplémentaire? Mais on n'a pas besoin de tout cela, il y a aussi le bon sens clinique. Vous voyez tous des malades qui, au bout de 48 ou 72 heures, vont mieux, qui ont été drainés, effectivement, comme dans la péritonite, qui sont apyrétiques, qui ne sont plus inflammatoires, qui sont sevrés de leur catécholamine et qui parfois sont intubés. Est-ce que vraiment il faut aller continuer jusqu'au 7e, le 15e ou le 21e jour? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter, comme ce qui a été proposé pour la dans les péritonites et dans la conférence de l'ASFAR? Et quand vous regardez ce papier-là sur les bactériémies, c'est une équipe qui publie beaucoup sur les bactériémies et les durées de traitement. C'est un papier où on pose la question à plusieurs réanimateurs à travers le monde. Qu'est-ce que vous faites comme durée d'antibiothérapie? Avec 3 durées d'antibiothérapie différentes, courte, moins de 7 jours, moyenne entre 7 et 14 jours, et plus de 14 jours. Et on regarde dans ce travail-là, en fonction de la culture du service, qui est 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire la participation d'équipes transversales dans la discussion, on reviendra là-dessus, et ben vous voyez bien qu'en fonction du foyer infectieux que vous avez, les durées de traitement sont tout à fait différentes, et dans les services qui ont une culture, finalement, de l'échange, du partage et de la discussion, probablement que les durées de traitement sont plus courtes. Ce n'est pas pour autant que les malades décèdent ou pas, ça n'avait pas été étudié dans ce travail-là. Mais très probablement, dans un certain nombre d'infections, nous faisons des durées de traitement qui sont trop longues parce qu'on reste sur des acquis antérieurs et qu'on pourrait éventuellement les réduire avec juste du bon sens clinique. Pour passer à la deuxième partie, comment mieux prescrire les antibiotiques, comment améliorer le choix antibiotique, comment éviter certaines classes et comment améliorer les modalités d'administration. D'abord, et c'est quelque chose que l'on dit depuis maintenant plusieurs années, on ne peut pas traiter l'infection nosocomiale ou l'infection communautaire à Henri Mondor comme on la traiterait à Dijon ou au CHU d'Angers. L'épidémiologie locale est tout à fait différente et si à Mondor, à l'entrée, c'est de l'ordre de 10% à 14% de patients porteurs de BLSE, au CHU d'Angers, ce n'est guère qu'aux alentours de 5%. Et l'épidémiologie est extrêmement importante et l'épidémiologie locale ne concerne pas simplement la région ou l'unité, mais ça concerne aussi la chirurgie, la réanimation chirurgicale versus la réanimation médicale. Or, ce que nous avons, quand nous l'avons, parce que tout le monde ne l'a pas, nous avons des données globales, sans aucune autre donnée d'information sur le délai de prélèvement, le délai de survenue, est-ce que c'est communautaire, est-ce que c'est associé aux soins. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé de militer en passant de l'autre côté de la barrière, c'est de demander aux cliniciens, lorsqu'ils envoient une hémoculture, de donner quelques données de renseignements épidémiologiques pour qu'on puisse à un moment donné faire de l'épidémiologie peut-être à 2 balles, mais qui quand même pourrait aider, ne serait-ce que séparer un algorithme avec supérieur à la 48e heure ou inférieur à la 48e heure. Et dans ce travail, les auteurs avaient regardé l'épidémiologie de la résistance à un certain nombre d'agents pathogènes en fonction des unités et montré qu'il y avait des différences nettement significatives, notamment sur les fluoroquinolones. Et je pense que ce message de l'épidémiologie locale, qui pour des raisons qui sont un petit peu obscures ne veut pas rentrer, me gêne un petit peu parce qu'effectivement, aujourd'hui, on traite par exemple un choc septique sur une pyélonéphrite obstructive à Angers comme si le malade revenait d'Inde. C'est probablement pas le cas et c'est probablement inutile et superflu. Enfin, dans les discussions préalables et dans le topo de Christian Brun-Buisson, il vous a redit qu'effectivement 10 à 20% simplement des porteurs de BLSE font des infections. Nous l'avions regardé nous au CHU Necker, mais avant nous, aux États-Unis, ça avait été fait et ailleurs, ça a été fait donc en réanimation à Henri Mondor. Et lorsqu'on regarde parmi les patients qui sont porteurs de BLSE, ceux qui s'infectent, ce ne sont pas tous les patients, ce sont des patients qui ont eu quelque chose qui fait que la BLSE va prédominer, quelque chose qui fait que la BLSE va passer du microbiote intestinal aux urines. En gros, ici, dans ce travail-là, c'était l'antibiothérapie préalable et le sondage urinaire. Et donc, la prescription des carbapénèmes systématiques chez les patients porteurs de BLSE, y compris lorsqu'ils ont une infection nosocomiale, n'est probablement pas justifiée et ce serait assez curieux de refaire une étude spécifique à la réanimation pour voir ce que font les réanimateurs dans les infections chez les porteurs de BLSE en probabiliste, puisque ce qui nous intéresse, c'est finalement le probabiliste. Après, vous savez, j'ai vu que Yann Hayon était dans la salle, ça a été l'un des premiers à publier là-dessus. Il y a quelques années, donc, avec l'équipe de Bichat, ils avaient regardé est-ce que les prélèvements réguliers faits de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, les aspirations, permettaient de prédire la survenue de l'infection et l'agent pathogène et le mécanisme de résistance. Et si j'ai bon souvenir, mais il nous le dira tout à l'heure, à peu près dans 50% des cas, grosso modo, ça permettait de prédire.
Récemment, les Belges ont fait un travail au-dessus où ils ont comparé deux stratégies, une stratégie qui est dite clinique à une stratégie qui est dite basée sur les prélèvements successifs et qui suggérait dans ce travail-là que dans la stratégie dite clinique, on avait tendance à surconsommer dans la stratégie clinique, on avait tendance à surconsommer des antibiotiques et faire des prélèvements réguliers permettait mieux d'orienter les choix thérapeutiques. Alors, je pense que l'essentiel est là. Là, je commence par le superflu. Le superflu, c'est ce à quoi on s'intéresse. C'est assez marrant. C'est en fait la climatisation dans la voiture. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les différentes classes antibiotiques ont un rôle? C'est pas ça le problème de fond. Certes, il y a des différences et nous le savons. D'abord, il y a des différences entre la ceftriaxone et le céfotaxime parce que la diffusion tissulaire est différente et depuis 1988, l'équipe suisse avait montré les conséquences écologiques à l'échelon. Il y avait 9 patients dans l'étude. Il suggérait que quand vous receviez de la ceftriaxone, vous sélectionniez plus d'entérobactéries avec des céphalosporinases déréprimées. On sait qu'en plus, au sein des céphalosporines, entre les 3e générations et les 4e générations, sur l'émergence des céphalosporinases, il y a des différences, parce que l'affinité pour l'enzyme est différente entre ces différentes classes, et qu'effectivement, on peut faire des choix qui permettraient de réduire le risque, mais encore une fois, c'est après avoir fait tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? 2 messages simples. Plus ça diffuse dans le tube digestif, plus ça a une activité anti-anaérobie, plus probablement ça a des conséquences écologiques. Je dis bien probablement ça a des conséquences écologiques. Mais si vous commencez à vous intéresser qu'à cette partie du problème et que vous laissez tomber tout le reste, c'est comme si on n'avait strictement rien fait. Enfin, et Jean-François est dans la salle, c'est une question qui nous a toujours turlupiné, est-ce que la bithérapie, par exemple, dans les infections à Pseudomonas aeruginosa, fait mieux que la monothérapie? Et vous savez que c'est une discussion franco-française, parce que nos collègues belges, dans les infections à Pseudomonas aeruginosa, Chameau l'avait publié en 2003, si j'ai bon souvenir, suggérait que monothérapie ou bithérapie, le taux de mutants résistants était tout à fait le même et qu'il n'y avait pas de risque particulier. Et donc on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il faut faire ceftazidime plus amikacine versus ceftazidime plus ciprofloxacine? Est-ce que l'un guérit plus le malade ou pas? Dans ce travail, qui est un travail fait in vitro, où les auteurs essaient de regarder le taux de mutants résistants préalablement à la prescription de ceftazidime ou de ciprofloxacine ou d'une combinaison des deux pour un Pseudomonas aeruginosa, mettez en évidence que finalement, vous aviez à peu près les mêmes taux de mutants que vous mettiez une monothérapie ou une bithérapie. Mais, ce qui était important dans ce travail, c'est que quand vous regardiez les souches pour lesquelles on avait commencé par mettre de la ceftazidime plus de la ciprofloxacine et qu'on regardait le niveau de CMI, eh ben le niveau de CMI dans les souches qui avaient reçu une bithérapie était beaucoup plus élevé et c'est tout simplement lié au plan moléculaire sur la mutation d'un gène qui réprimait un système d'efflux dont tout le monde sait que le système des flux n'est pas exclusif d'une molécule, mais qui concerne plusieurs molécules. Et ce que suggère ce papier in vitro, c'est que mettre une bithérapie par ceftazidime plus ciprofloxacine pour un Pseudomonas aeruginosa expose à l'apparition de mutants résistants de façon équivalente à une monothérapie, mais avec des niveaux de CMI tout à fait différents, parce que c'est un efflux et le niveau des flux atteint plusieurs molécules antibiotiques. Et donc je pense que cette notion-là, parce qu'aussi on a été baigné dans une culture de bithérapie systématique, ce que ne font pas les anglo-saxons, la bithérapie n'est probablement pas utile en dehors de l'élargissement du spectre, en dehors du choc septique, mais pour la bactéricidie, pour les mutants résistants, c'est, je pense, une vue de la boîte de Petri. Enfin, une question qui m'a toujours intéressé et qu'on a oublié sur ces 10 dernières années, c'est est-ce que finalement les modalités d'administration des antibiotiques ont un rôle dans l'émergence? Je m'explique. Il y a très longtemps de ça, on parlait de la fenêtre des mutants, de la prévention, de la concentration prévenant les mutants, et on se basait dans une situation où il fallait avoir des concentrations au-dessus de cette fenêtre-là. Aujourd'hui, on a introduit dans notre politique les modalités d'administration des bêta-lactamines en continu. Et la question que je me pose, c'est si vous mettez du continu et que vous êtes relativement sous-dosé, ou que votre concentration est dans la fenêtre des mutants, est-ce que le risque de mutants résistants n'est pas plus important? Et ça, il n'y a aucune donnée dans la littérature. D'un autre côté, je vous rappelle simplement que les modalités d'administration des antibiotiques ont pour objectif de stériliser beaucoup plus vite le foyer infectieux et donc, a priori, de réduire les durées de traitement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évalué dans la littérature. Enfin, les autres mesures, comme je voyais que Jean-Pierre était dans le jury, on va dire,
Jean-Pierre Bedos, à chaque congrès, nous dit « J'ai besoin d'examens directs qui permettent d'obtenir un diagnostic rapide ». Effectivement, il interpelle les microbiologistes qui les fâchent régulièrement. Et quand vous voyez ce travail-là, qui est un travail qui consiste à poser la question à plusieurs spécialités, de quoi avez-vous besoin finalement pour maîtriser l'antibiothérapie? Vous avez les collègues anesthésistes, réanimateurs qui sont en bleu, et vous voyez bien qu'ici, la seule chose dont ils ont besoin, c'est un résultat microbiologique plus rapide. Je suis d'accord, Jean-Pierre. La réponse est oui, certainement, mais ce résultat rapide ne doit pas éliminer l'épidémiologie, les données cliniques propres du patient, et on l'a vu tout à l'heure. Le plus difficile pour moi, c'est de définir un patient qui a une infection associée aux soins et qui nécessite une antibiothérapie à large spectre. Ça ne peut pas rentrer dans une case, ça rentre dans une histoire de la maladie. Ceci dit, nous avons des prélèvements, nous avons des techniques qui sont validées et qui sont publiés. D'abord, nous avons des données sur l'identification de l'espèce, et vous avez dans un certain nombre d'établissements la spectrométrie de masse qui vous permet de donner, dès que vous avez une culture, de vous donner le résultat de l'espèce. Et il y a des papiers, notamment des papiers belges, qui ont montré que lorsqu'on a l'espèce, on peut mieux adapter le traitement, on est beaucoup plus rapidement efficace. Nous avons aujourd'hui des techniques qui rentrent en France, qui associent la PCR à la spectrométrie de masse, qui va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de la culture. À partir du prélèvement, on va vous dire c'est telle espèce qui est concernée, et nous avons des données biochimiques qui nous permettent de savoir si, par exemple, dans les urines ou dans les hémocs, il s'agit d'une BLSE ou éventuellement d'une carbapénémase. Et ça a été fait, ça a été publié pour les urines pour le bêta-lactate test, et le carba-NP test, ça a été publié par Laurent Doherté sur l'hémoculture au direct. En faisant le carba-NP test, il vous dit il y a une carbapénémase ou pas. Et puis vous connaissez tous le travail de Mark Leon dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, où il a utilisé la technique de biologie moléculaire avec l'identification est-ce que c'est un MRSA ou pas, et adapter l'antibiothérapie d'ailleurs dans les suites, qui est un travail de l'équipe d'Azurea. Enfin, et pour finir sur les dernières diapos, comme je suis hygiéniste, je voudrais quand même rappeler qu'un certain nombre de prescriptions antibiotiques sont liées à des choses qu'on a oubliées, c'est-à-dire à éviter un certain nombre d'infections nosocomiales. Et ce que je voudrais reprendre, c'est 3 points tout simples. Probablement réfléchir sur réduire l'exposition aux procédures, et je serais assez intéressé de travailler avec vous sur les durées et les indications du sondage urinaire en réanimation. Quand vous voyez les patients intubés, ventilés, 100% d'entre eux sont sondés, y compris l'intoxication médicamenteuse volontaire qui va être extubée à 6 heures du matin. Limiter les examens complémentaires inutiles, regarder le nombre de fois où ce sont les infirmières qui vont prélever des ECBU chez des patients sondés, qui vont générer des antibiothérapes parce que le patient est subfébrile, et je ne vous dis pas du nombre d'hémocultures. Et enfin, diminuer le risque individuel. Et là, on commence à avoir des données dans la littérature sur l'intérêt à titre individuel de la toilette à la chlorhexidine et éventuellement de la décontamination digestive sélective. Alors, juste en conclusion, la pression de sélection a des conséquences individuelles et collectives majeures, c'est certain. Réduire la pression de sélection revient à réduire la consommation globale des antibiotiques, à mieux cibler les pathologies nécessitant des traitements antibiotiques, mieux choisir les classes antibiotiques, et avant même de réfléchir aux antibiotiques, réduisons le risque. Et pour finir, je voulais juste vous dire qu'il y a une excellente RFE publiée par Cédric Bretonner dans ICM et que je vous conseille tous de relire, qui est le fruit de la Société de réanimation en langue française. Je vous remercie de votre attention.